Y a-t-il un profil type par rapport aux personnes sujettes à un trouble de dépersonnalisation des réalisations? Est-ce que ce sont davantage des hommes ou plutôt des femmes? Est-ce que ces personnes ont plutôt un emploi ou sont plutôt au chômage? Ou par exemple, est-ce qu'elles sont plutôt en couple ou célibataires? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Ici Régis de Reprendre du terrain et je suis là pour vous aider à comprendre ce qu'est la dépersonnalisation des réalisations. Et bien entendu, si vous avez besoin d'aide au-delà des épisodes, n'hésitez pas à me contacter pour solliciter un accompagnement personnalisé. L'idée étant bien sûr de vous aider à vous libérer le plus rapidement possible de vos symptômes. Vous retrouverez tous les liens utiles dans la description en dessous de la vidéo. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu informé de la sortie de chaque nouvel épisode. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas non plus à liker et à partager. Alors aujourd'hui, nous allons nous demander s'il existe un profil type de personnes sujettes à la dépersonnalisation des réalisations, à travers des questions sur la répartition homme-femme, la situation professionnelle, la vie sentimentale, etc. Alors pour commencer, est-ce que ce sont plutôt les hommes ou les femmes qui sont le plus sujets à la dépersonnalisation? Sur cette question, les résultats des études sont très clairs et les chercheurs peuvent affirmer que le trouble de dépersonnalisation des réalisations touche à part égale les hommes et les femmes. Autrement dit, c'est du 50-50. À titre de comparaison, la dépression touche 2 fois plus de femmes que d'hommes. Dans tous les cas, les personnes souffrant de dépersonnalisation décrivent généralement un dysfonctionnement important dans leur vie quotidienne, même si ce dysfonctionnement n'est pas forcément global, les difficultés pouvant en effet davantage concerner et se concentrer sur tel ou tel domaine de vie plutôt qu'un autre. Alors concernant la situation professionnelle, selon les études, la plupart des personnes se plaignent et pensent que la dépersonnalisation et ses différents symptômes les empêchent d'avoir un emploi, de le conserver ou d'atteindre un niveau correspondant à leur formation ou à leur capacité intellectuelle. Pour vous donner un chiffre, selon une étude portant sur 204 patients, 38% étaient au chômage. Ce qui est un taux beaucoup plus important comparé au taux de chômage dans la population en général. Je tiens à préciser ici que se plaindre ou penser qu'on ne peut prétendre à tel ou tel emploi ou le conserver ne veut pas forcément dire que c'est une vérité. Alors sur le plan de la vie sentimentale, la plupart des personnes ont le sentiment que le fait d'être sujet à la dépersonnalisation rend difficile le fait de pouvoir s'engager dans une relation sentimentale à long terme, voire même de la continuer. En effet, malheureusement, certaines personnes décident soit de rester célibataires, soit décident tout simplement et malheureusement aussi de mettre un terme à la relation sentimentale dans laquelle ils sont, même si c'est une erreur de faire cela, si cette décision est uniquement motivée par les difficultés en lien avec leurs symptômes de dépersonnalisation. Je pense notamment à l'impression d'être engourdi émotionnellement. Selon cette même étude portant sur 204 patients, et pour vous donner un chiffre, 62% des patients étaient célibataires au moment du diagnostic. À noter que de larges études ont obtenu des résultats similaires, que cela soit sur le plan de la situation professionnelle ou de la vie sentimentale. Globalement, ce qu'on peut dire aussi, c'est que hommes et femmes confondus, et quelles que soient les situations professionnelles et sentimentales des uns et des autres, dans environ 50% des cas, le trouble de dépersonnalisation des réalisations commence soudainement. Et les personnes décrivent souvent cette expérience de première fois comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur dans leur tête. Dans ces cas-là, les personnes sont souvent capables de se souvenir et de raconter de façon très précise cet événement et les circonstances qui l'entouraient. Comme par exemple les pensées ou les conversations qu'elles avaient à ce moment-là, l'endroit où elles étaient, le moment de la journée, etc.
Chez d'autres personnes, l'apparition est plus graduelle et sont incapables de dire avec certitude à quel moment ça a commencé. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que dans de nombreux cas, l'apparition du trouble de dépersonnalisation coïncide avec une période de bouleversement émotionnel et de stress. Voilà, donc pour résumer, il n'existe pas un profil type hyper spécifique concernant les personnes sujettes à un trouble de dépersonnalisation des réalisations. On a vu par exemple qu'autant d'hommes et de femmes étaient concernés, mais on peut retenir malgré tout certaines tendances assez communes, notamment concernant la situation professionnelle ou sentimentale, ou la façon dont les symptômes sont apparus. Voilà, donc j'en termine avec ce nouvel épisode, et comme d'habitude, si vous souffrez de symptômes de dépersonnalisation des réalisations, que ça vous handicape dans votre vie quotidienne et que vous ne savez pas ou plus quoi faire, n'hésitez surtout pas à me contacter pour solliciter une aide personnalisée, ou tout simplement si vous avez besoin d'un renseignement, etc. Je serai là pour vous apporter toute l'aide et les réponses dont vous avez besoin. Tous les liens utiles, dont celui pour me contacter, sont dans la description en dessous de la vidéo. N'hésitez pas non plus dans l'espace commentaire à laisser vos questions, vos remarques et témoignages en lien avec le sujet du jour, à vous abonner à la chaîne et aussi à liker si vous appréciez le contenu que je propose. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et au-delà de vous souhaiter une bonne journée, je vous souhaite avant tout de reprendre du terrain.